Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose, 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 25 minutes. Et cette question, êtes-vous prête pour l'impact que je pose à une personnalité qui compte dans notre économie? Aujourd'hui, c'est Valérie Brisac, la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Pour démarrer ce Smart Impact, je recevrai Mickaël Roguet qui nous racontera comment il a transformé l'ancienne ferme familiale en refuge pour la faune et la flore. Notre débat, il portera sur ces nouveaux imaginaires à inventer pour accélérer la transition écologique, pour la rendre acceptable et même désirable. On en parlera tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Ensol, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Mickaël Roguet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Escuna. Alors, il y a plusieurs histoires à raconter, mais on va déjà poser le décor. C'est quoi, une ferme familiale qui est dans le nord, à Erquinghem-Lys, pour être précis. Comment vous l'avez transformée? Qu'est-ce que c'est devenu? Oui, alors effectivement, c'est une ferme familiale qu'on a achetée. C'est vraiment un projet de famille dans le prolongement de son engagement avec ma femme sur les enjeux environnementaux. Ouais. Et on l'a racheté, c'est une ferme qu'on a achetée il y a 2 ans, qui n'était plus en activité depuis une trentaine d'années. Et on a décidé d'en faire un grand lieu de refuge pour la biodiversité, en plus de notre domicile, et aussi d'en faire un lieu d'accueil pour le public. Alors ça ressemble à quoi? Présentez-nous Escuna aujourd'hui. Alors c'est une grande ferme en U, dans laquelle on habite dans une partie. Il y a une partie de dépendance où on a fait un lieu d'accueil qui est hybride entre salle de séminaire, formation, gîte, etc. Et il y a 3 hectares de terre tout autour qu'on a aménagé de différentes manières. Une partie plutôt verger et une petite partie potager. Une grande partie qu'on a commencé à reboiser pour faire une forêt sur 1 hectare, une petite forêt. Et puis une partie plutôt paysagée, à visée d'agrément, avec une mare et plein d'essences florales. Et beaucoup de présence de sauvages pour laisser place à la spontanéité, à la biodiversité sauvage. Oui, évidemment, il ne faut pas que tout soit au cordeau et travaillé par l'homme. C'est quoi votre histoire professionnelle? Comment vous en êtes arrivé à faire ce choix? Ouais, alors moi, je suis ingénieur de formation en informatique électronique. J'ai bossé pendant 15 ans dans cette industrie, jusqu'à temps de quelque part me réveiller et me dire que j'avais envie de faire autre chose. Et moi, je suis un grand amoureux de la nature et de l'environnement. Je suis d'abord parti sur les enjeux de transition écologique en entreprise, où j'ai rejoint un boulanger pour monter tous les enjeux de transition écologique et accélérer les enjeux économie circulaire, avant de vraiment vouloir repartir sur les enjeux nature et construire ce projet-là. On va revenir au projet Escuna, mais vous avez créé une autre entreprise à impact qui s'appelle Chapter 2. C'est quoi l'idée, c'est quoi l'ambition? Ouais, Chapter 2, moi je l'ai créé parce qu'effectivement, en partant de boulanger, je voulais prendre du temps pour construire ce projet Escuna. Et aussi, je voulais garder un lien avec les entreprises. Moi, je suis convaincu que les entreprises sont un levier formidable pour accompagner les nouveaux modes de consommation. Ici aussi, on est convaincu. C'est pour ça que cette émission existe. Et voilà, et ça m'a permis de garder un pas dans l'entreprise, à savoir que Chapter 2, que j'ai monté avec 2 associés, on accompagne les dirigeants sur comment reposer leur modèle d'entreprise pour intégrer pleinement les enjeux sociétaux environnementaux, en reposant l'ensemble du business model, aussi de la gouvernance, les compétences, pour vraiment construire l'évolution de leur entreprise pour intégrer pleinement ces enjeux. Parce que, je reste là-dessus, ça veut dire que si on veut intégrer ces enjeux de transformation, il faut penser global, quoi. C'est-à-dire c'est dans toute la sphère de l'entreprise, c'est pas seulement un levier d'un côté ou de l'autre. Nous, on appelle ça la transformation systémique, effectivement. Une entreprise, c'est pas qu'un business model, c'est plein de choses qui constituent. C'est des individus, c'est une dynamique individuelle et collective, c'est une culture de la performance de l'entreprise, c'est un triptyque compétences, outils, process. Et pour nous, effectivement, pour qu'une transformation réussisse vraiment pleinement et soit intégrée pour de vrai dans l'entreprise, il faut réussir à revoir l'entreprise dans sa globalité. Oui, mais il y a peut-être des leviers plus efficaces que d'autres. La politique des achats, par exemple, on dit souvent que c'est un levier de transformation très, très important. Peut-être l'un des plus simples, enfin je mets des guillemets à simple, à activer. Effectivement, notamment dans le cadre de la grande distribution, le levier des achats, c'est le levier principal. Donc, moi, chez Boulanger, par exemple, quand j'y étais, 95% de l'empreinte environnementale de l'entreprise est liée aux produits qui sont vendus. Donc effectivement,
le gros impact va sur la partie achat des produits. Alors, on revient à ce projet Escuna. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Escuna? Escuna, ça veut dire, c'est la contraction de espace, culture, nature. Comment on relie la culture et la nature. Comment vous l'avez pensé, réalisé? Vous nous l'avez décrit tout à l'heure, mais on ne s'improvise pas spécialiste voilà, de l'environnement, de la biodiversité. Comment vous avez choisi les espèces, les arbres, tout ce que vous avez mis en place et planté? Ouais, donc déjà, moi, j'ai passé 1 an de formation en permaculture. Et ensuite, je me suis fait accompagner notamment par différentes associations locales, notamment une qui s'appelle les Jardins du Cygne, qui œuvre pour la reforestation dans les Hauts-de-France et qui effectivement m'a conseillé pour avoir une forêt qui soit vraiment la plus accueillante pour la biodiversité, de diversifier le plus possible avec le maximum d'essences locales endémiques. Donc on a pris plein d'essences différentes qui vont être à la fois des grands arbres, mais à la fois aussi des arbustes et qui vont amener différentes choses. Ça peut être de l'habitat pour des oiseaux, ça peut être des baies, ça peut être des graines. On a aussi beaucoup d'essences florales, mellifères, nectarifères. Le but, c'est de diversifier le maximum pour accueillir le maximum de biodiversité. D'ailleurs, vous n'avez pas planté tout seul, c'est ça? C'était au mois de janvier, vous en avez fait un événement un peu participatif. Oui, tout à fait. Donc, cette fameuse forêt, il y a 5000 arbres dedans maintenant, et c'est la 2e année qu'on le réalise en chantier participatif. Et là, effectivement, 3 jours début janvier, on a invité toutes les personnes qui voulaient à participer à ce chantier. On a planté 3000 arbres sur 3 jours. Et effectivement, donc on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes par jour et on a planté tous ensemble. D'ailleurs, c'est un jour où il a neigé, donc ça avait un côté un peu bucolique d'ailleurs. Et oui, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues ont passé un excellent moment, à la fois faire un geste pour l'environnement et à la fois c'était vraiment un moment extraordinaire. Alors vous avez démarré le projet il y a combien de temps? On l'a démarré il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Est-ce que vous commencez à voir les effets sur la biodiversité ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, on le voit déjà. Rien que l'été dernier par rapport à l'été d'avant, on a vu effectivement beaucoup de papillons revenir, de coccinelles. On a installé une petite mare, ça fait venir des populations qui ont besoin d'un écosystème aquatique, notamment des libellules, etc., des abeilles, etc. Donc oui, on commence vraiment à le voir, à le sentir. Globalement, quand on crée un écosystème qui est favorable pour la biodiversité, elle revient toute seule. Et assez vite, quoi. Assez vite, et quelque part, c'est un côté assez magique. Mais alors, vous êtes entouré quoi, de champs, d'agriculture quel type d'agriculture? Enfin, voilà, vous imaginez les questions. Il faudrait voir la photo du ciel, mais effectivement, tout autour, c'est beaucoup de champs, plutôt en monoculture, plutôt en agriculture conventionnelle. Donc, on n'a pas un terrain tout autour qui favorise la biodiversité. Donc, quelque part, c'est aussi pour ça qu'on est tombé sur cette ferme et on est tombé amoureux. On s'est dit, mais ça va être l'occasion de créer ce refuge autour d'endroits qui ne sont pas propices à ça, quoi. Comment ils vous regardent, vos voisins agriculteurs? Parce que les agriculteurs, c'est un vrai paradoxe. Ils sont à chaque fois à la fois en première ligne face au changement climatique et ils le subissent. Ils subissent aussi les effets sanitaires de certains produits qu'ils utilisent. Et puis en même temps, ils disent il y a trop de normes, c'est trop compliqué. On empile les contraintes, notamment environnementales. Comment ils voient votre projet? Qu'est-ce qu'ils en disent? Globalement, j'ai plus d'encouragement que de gens qui me huent. Et en même temps, effectivement, comme vous le dites, avec toutes les difficultés qu'ils ont, c'est compliqué à leur échelle de faire avancer les choses. Cependant, on commence à impulser des changements, notamment la recréation de haies dans certains champs, etc. Oui, ça bouge évidemment aussi du côté des agriculteurs. C'est pas un modèle philanthropique, Escuna, donc l'objectif c'est de gagner de l'argent aussi? Alors, le premier lieu, c'était vraiment une vue personnelle de comment est-ce qu'on recrée un refuge sur la biodiversité et comment on crée de la pédagogie autour de ça. Et donc, si effectivement... C'est aussi un lieu de séminaire, vous nous l'avez dit. C'est un lieu de séminaire. Donc, c'est un complément de revenu. Ma grosse activité, moi, c'est Chapter 2. Et ça peut être un complément de revenu, même si vraiment le premier objectif, c'est surtout le refuge. Et alors, imaginons, là, une entreprise, ils nous écoutent, ils disent, tiens, c'est intéressant, on va peut-être faire notre séminaire là. Qu'est-ce qu'ils vont, au-delà de parler boulot, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme activité à faire chez vous? Alors, on propose différentes activités, soit
de reconnexion à la nature. Donc, on propose des circuits de balade dans Escuna, la découverte de toute la faune et la flore qui existent. Un peu de pédagogie sur remettre un peu le rôle des insectes, des plantes sauvages dans toute notre vie, tout notre écosystème. On propose des randonnées tout autour. On peut proposer aussi d'aller servir dans le potager, de cuisiner dans la cuisine qui est dans la salle de séminaire. Et aussi, on propose des activités plutôt pour, quelque part, se mettre en action et améliorer ses compétences et repartir avec un petit bout d'Escuna chez soi, avec des initiations sur la permaculture, sur le compost, sur, encore une fois, apprendre comment fonctionnent les interactions entre les insectes, les mauvaises herbes qu'on appelle, qui sont plutôt utiles d'un point de vue sauvage et biodiversité. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qu'on peut proposer. Ouais. Tiens, une question beaucoup plus générale sur ces enjeux de restauration de la biodiversité ou de la reforestation, parce que c'est aussi ça le projet Escuna. Ouais. Les Hauts-de-France, le département, la région, pardon, où vous êtes basé, elle est plutôt bien lotie, mal lotie en la matière? Non, par rapport au reste de la France, on est plutôt mal loti. La France, globalement, le territoire est couvert à 33% de forêt. Les Hauts-de-France, on est à 15%. Donc, on est l'une des régions les moins boisées de France. Et ce fut pas le cas. Au Moyen-Âge, on était une région très boisée. Ouais. Mais avec tout ce qui s'est passé sur l'urbanisation, l'agriculture, aussi les deux guerres mondiales ont fait que ça a décimé une très grande partie des forêts. Ça se voit sur, par exemple, la population d'insectes qui a fortement baissé. Il y a des chiffres là-dessus? Oui, là, pareil. On dit qu'on a à peu près en 30 ans, on a eu une baisse de 80% des populations d'insectes. Donc c'est énorme et c'est palpable, effectivement. On le voit et on le sent. Merci beaucoup, Mickaël Roguet. Bon vent à Escuna, bon retour dans le Nord. On passe à notre débat, le rôle majeur de la communication et des imaginaires pour accélérer la transition. Comment inventer de nouveaux imaginaires pour accélérer, accompagner la transition? C'est le thème de notre débat avec Marguerite Laborde. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes copilote du parcours Nouveaux Imaginaires à la Convention des entreprises pour le climat. Et Valérie Doucineau, bonjour. Bonjour Thomas. Fondatrice de l'agence Nikita. On va commencer, même si on a fait beaucoup d'émissions en partenariat avec la Convention des entreprises pour le climat. C'est quoi, Marguerite Laborde? La Convention des entreprises pour le climat, c'est un collectif de dirigeants qui prouve qu'on peut faire du business différemment dans le respect des limites planétaires et dans le respect du vivant. Donc la première session a eu lieu en 2021 avec un parcours national et multisectoriel qui depuis a eu des petits frères et des petites sœurs, des conventions des entreprises pour le climat territoriales, régionales, et puis plus récemment des conventions des entreprises pour le climat thématiques qui s'adressent à des écosystèmes business qui ont un effet de levier assez puissant sur le reste de l'économie. Ouais. Si on les fait bouger, le reste de l'économie va bouger plus rapidement. On a eu la CEC Consulting, la CEC du monde financier et donc aujourd'hui cette CEC des nouveaux imaginaires. Alors, pourquoi cette CEC des nouveaux imaginaires? C'est quoi le parcours d'ailleurs? C'est un parcours particulier, spécifique, j'imagine? Oui, c'est un parcours qui s'adresse aux créateurs, producteurs et diffuseurs de récits. Ouais. Parce qu'en fait, on a constaté que le constat des limites planétaires et des enjeux auxquels on va faire face, il est de plus en plus partagé. La connaissance avance, même si on a des vents contraires qui soufflent fort. Il y en a quelques-uns, voilà. Et pas seulement aux États-Unis d'ailleurs. Exactement. Mais on n'a pas de passage à l'action collectif. Et pourquoi? Parce qu'on estime que les récits ont une responsabilité énorme là-dedans, notamment à travers le triangle médias, information, publicité. On a identifié vraiment 3 problèmes. Le premier, c'est celui avec des médias, c'est celui de la couverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de couverture des sujets climatiques dans les médias, ça représente 1 à 3% des sujets évoqués. Et puis la biodiversité, on n'en parle même pas. Le deuxième problème, c'est celui de la publicité. Aujourd'hui, là, c'est plutôt un problème volumique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, on est exposé par jour à entre 4 000 à 10 000 messages publicitaires qui sont souvent pour des produits nocifs, voire climaticides. On peut partir à l'autre bout du monde pour 500 €. On peut aller faire ses courses et être livré en 15 minutes. Donc ça, c'est des modes de vie qui ne sont pas soutenables, et, ni pour notre planète, ni pour nous d'ailleurs.
Et puis le troisième problème, c'est celui de la fiction, donc les films, les séries. Aujourd'hui, ces enjeux, ils sont parfois abordés, mais ils sont souvent pris sous l'angle de la dystopie. Donc, on va jouer sur le registre de la peur, en fait, même si on prend des films qui, par exemple, abordent ce sujet comme Don't Look Up ou Le Monde après nous. En fait, c'est vraiment le levier de la peur qui est utilisé. Et ce levier, c'est pas un moteur pour passer à l'action pour tout le monde. Sinon, ça aurait marché depuis longtemps. Parce que c'est le premier levier qui a été activé. Je veux bien que vous nous présentiez, avant de nous dire ce que vous apporte ce parcours, Valérie Doucineau, que vous nous présentiez l'agence Nikita. Alors, l'agence Nikita est une agence qui a plus de 30 ans et qui travaille pour les marques sur le long terme, pour les transformer et accompagne des plateformes de marques jusqu'à la production de contenu et jusqu'à la performance des contenus. Donc, nous faisons parler les marques, en fait. Oui. Et justement, vos clients, ces marques, elles sont conscientes, elles commencent à être conscientes de cette obligation presque d'inventer de nouveaux imaginaires ? Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que ce qu'on a fait au sein de l'agence, c'est qu'on a créé des personas, c'est-à-dire qu'on a identifié quelles étaient la maturité, finalement, par rapport à ces sujets, la maturité de nos clients. Ouais. Donc on adresse chacun des clients de façon différente pour les faire bouger. En tous les cas, nous, ce qu'on cherche, c'est les faire bouger et les faire prendre conscience qu'il y a des récits qui ne sont plus tenables. Ouais. Alors, je vais prendre un exemple pour être... Oui, allons-y. C'est, par exemple, pour une enseigne de jardinage qui, évidemment, a un plan d'action commercial. Est-ce qu'on ne peut pas changer son plan d'action et d'être pas tout le temps dans la société de consommation, mais peut-être dans la société, dans une communication d'usage. Un exemple, au lieu de faire une communication pour le jardin, faire son jardin au printemps, faire une opération sur SOS plantes. Comment prendre soin des plantes, comment les sauver. Et donc, on va passer d'une logique volumique, je vends des tas de produits, à une logique servicielle. Et donc, c'est d'aller vers cette société d'usage, et c'est comme ça qu'on accompagne les clients, en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce parcours des nouveaux imaginaires proposés par la Convention des entreprises pour le climat ? Qu'est-ce qui vous manquait, en quelque sorte ? Alors, première chose, c'est de ne pas être seul. Oui. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, c'est de retrouver des compagnons de route qui ont vraiment envie de changer les récits parce qu'on est très conscient que nous avons un pouvoir énorme, un grand pouvoir, grande responsabilité. Ça, on a quand même réussi à vendre, à faire le lien entre fumer, c'est la liberté, après-guerre. Donc ça veut dire qu'on est capable de changer les imaginaires. Et moi, j'aime bien raconter quand même ce que c'est qu'un nouveau récit. Un nouveau récit, c'est une histoire positive qui crée du désir pour aller vers un monde plus juste, donc l'équité sociale, plus durable par rapport aux limites planétaires, mais aussi plus joyeux, où les gens s'épanouissent. Mais c'est pas seulement, Marguerite Laborde, un changement de communication. Dans ce que vous nous décrivez, c'est souvent un changement de modèle économique. D'ailleurs, c'est ce que la Convention des entreprises pour le climat porte. Et c'est ce qui était passionnant. Il y avait à la fois ce que vous décrivez, c'est-à-dire ne pas se sentir seul, pouvoir discuter avec d'autres chefs d'entreprise ou cadres dirigeants. Et puis il y a une feuille de route. Absolument. C'est ce qui est vraiment intéressant dans la CEC. C'est un engagement sur une feuille de route pour changer les choses. Absolument. Et dans le cadre de notre CEC, on a vraiment travaillé sur les deux dimensions, c'est-à-dire celle des contenus et des récits et celle des modèles d'affaires, parce qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que, si je prends un exemple des agences de publicité, en tant qu'agence de publicité, si je gagne de l'argent en faisant des publicités pour des produits climaticides comme des SUV, ça va être beaucoup plus difficile d'aller changer les récits que je produis en challengeant mes clients si je suis le seul. Alors que dès lors qu'on crée un collectif et cette dynamique collective qu'on fait en mettant ces acteurs dans la même salle, ça permet de sortir du dilemme du prisonnier en n'étant pas le seul à faire le premier pas. Ou si mes concurrents ne bougent pas, je ne bouge pas. Là, on crée cette dynamique en jouant sur les contenus à travers le prisme des modèles d'affaires. Parce qu'on n'est pas uniquement sur des bons sentiments, on parle vraiment de business en fait. Oui, on parle de business. Il suffit de voir par exemple la rétractation du marché du bio, marché alimentaire. Il y a un moment où les consommateurs envoient un message. Et donc même si on a plein de bonne volonté, même si on est en train d'essayer de changer son modèle, si les consommateurs ne suivent pas, la transition elle s'arrête net. Ouais. C'est pour ça qu'on a identifié
identifié plusieurs ingrédients clés pour engager à passer à l'action. Ouais. Donc, on se l'est dit tout à l'heure, hein, le registre de la peur, c'est pas celui qui fonctionne le mieux. Nous, on a identifié d'abord, je pourrais vous en citer. Mais je prends pardon, je vous interromps parce que je vous entendais parler des SUV. Je suis d'accord avec vous, il y a une forme d'absurdité à continuer de rouler en SUV et puis peut-être aussi de concevoir des SUV 100% électriques qui pèsent de plus en plus lourd. Sauf qu'il y a un moment où il y a énormément de Français qui ne peuvent pas s'en passer d'une voiture et qu'il n'y a pas l'offre de transport en commun suffisante. Je ne vais pas vous refaire tout l'argumentaire. Et puis il y a surtout ceux qui veulent continuer de rouler en voiture. Donc comment, vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, il y a des entreprises avec des milliers de salariés. C'est plutôt un modèle fort en France et en Europe. Donc il y a tous ces enjeux en même temps à faire rentrer dans l'équation. C'est très compliqué. Est-ce que le nouvel imaginaire peut y suffire ? Alors, le nouvel imaginaire est nécessaire, mais pas suffisant, c'est sûr. Évidemment que probablement on pourra avoir besoin d'être appuyé aussi par le législateur. C'est important pour faire accélérer les changements d'usage et de comportement, c'est très clair. Donc là, dans les acteurs qu'on a mis dans la salle, on a plutôt traité le sujet des imaginaires et des nouveaux récits, mais là, il y a aussi des leviers d'accélération qui sont super importants, notamment par exemple celui de la co-construction. Vous disiez, c'est vrai que les utilisateurs ne sont pas tous prêts à changer, mais c'est précisément pour ça qu'il est hyper important d'aller co-construire avec ces audiences les récits en fonction des leviers qui vont eux les embarquer. Tout le monde n'a pas les mêmes problématiques dans sa vie quotidienne. On ne peut pas parler à X et à Y de la même façon. C'est précisément l'apport d'associations comme Parlons Climat qui ont nous permis de montrer ça. Donc c'est important d'aller co-construire aussi ces récits avec ces audiences. Oui. Parce que Jeep, par exemple, il passe à l'électrique en Europe, mais aux États-Unis, no way. Ils y pensent même pas parce qu'ils savent que les Jeepers aux États-Unis, jamais ils achèteront une voiture électrique. Donc il y a là, j'imagine, dans la discussion avec vos clients, avec les marques que vous accompagnez, une question qui est la rapidité du changement. À quel moment on se dit, je peux faire basculer mon modèle, effectivement, de la possession à l'usage, par exemple, c'est un vrai enjeu, sans perdre mes clients et donc finalement mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Alors, la vitesse de la transition, vous voyez ce que je veux dire ? Alors la vitesse, effectivement, on n'en est pas maître. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je trouve très bien dans la Convention des entreprises pour le climat sur les nouveaux imaginaires, c'est que, en fait, on se dit que plus on sera nombreux, les acteurs, à pousser des nouveaux récits, plus la bascule culturelle se fera. Et c'est ce tipping point dont on parle qui se fera. Mais pour répondre à votre question, particulièrement sur le rythme, la vitesse, etc., c'est que, en tous les cas, on se donne comme règle de toujours avoir des alternatives. Une alternative, oui, j'ai besoin de la voiture, mais qu'est-ce que tu me proposes comme autre alternative ? Oui, je veux acheter des vêtements pour mes enfants, mais si je les loue ou si je le prends en seconde main, ça existe. Et en fait, la bascule, on ne sait pas exactement quand elle va se faire. Mais si on raconte bien l'histoire de qu'est-ce que ça apporte de plus de louer ou de louer ou de mutualiser. Et en fait, il y a François Gémen du GIEC qui dit, alors fort de son expérience, qui dit c'est clair qu'on ne change pas les comportements en disant alerte au climat, en étant négatif. Ça, il l'a expérimenté lui-même pendant des années. Et puis malheureusement, on le voit à chaque catastrophe climatique. Ce ne sont pas elles qui suffisent à changer les comportements. Enfin, il y a plein, on étudie les comportements, ne sont pas les bons. Ce qui est plus, je vais prendre l'exemple de la rénovation énergétique. En fait, il ne faut pas dire c'est bien pour le climat, c'est pas ça. Ou le bio, c'est bien pour le climat. En fait, il faut parler aux gens. Et les gens, quand on va leur dire, la rénovation la rénovation énergétique va vous apporter du confort, ou vous allez gagner de l'argent sur votre facture. Là, on leur parle. Et c'est tous ces leviers-là, et c'est pour ça que à la CEC Nouveaux Imaginaires, on a expérimenté la coopération, et on croit beaucoup à l'effet volume et coopération, et de changer de modèle aussi nous-mêmes, de passer de la compétition, qui est quand même notre modèle de société, à la coopétition ou à la coopération. Et donc, on a monté un collectif qui s'appelle la Coalition c'est une collection d'agences qui va des cabinets d'études jusqu'à des producteurs de contenu, des agences de com, de RP. Pour qu'il y ait un effet de masse, en quelque sorte. Pour qu'il y ait un effet de masse. Je comprends. Et que, globalement, on se soutienne.
parce que c'est pas facile comme enjeu, qu'on se soutienne, que quand on va voir un annonceur et une marque, qu'on dise est-ce que finalement de mutualiser nos idées et surtout de les alimenter avec des chiffres et avec des choses peut-être qui viennent même des neurosciences, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je change de comportement, parce que c'est ça qu'on veut finalement. Dernier mot, il nous reste 40 secondes, il faut aller vite, sur justement ces engagements, ces feuilles de route, c'était très clair pour moi quand on parlait CEC classique. Là, sur cette thématique-là, c'est quoi l'engagement? Vous venez de commencer à répondre. Là, on demande aux participants aussi de nous remettre une feuille de route qui va adresser à la fois leur modèle d'affaires et les contenus et les récits qu'ils produisent pour les revoir en profondeur, en montrant que on peut adresser le sujet des récits que si on prend aussi celui du sujet des modèles d'affaires. Parce que le récit, finalement, le plus absolu à revoir, c'est celui de l'entreprise en elle-même. C'est de se dire qu'on ne recherche pas une entreprise surperformante avant tout, mais une entreprise robuste qui va pouvoir s'adapter au contexte qui arrive, parce qu'on est vraiment dans le sujet de la pérennité des business, en fait. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie aujourd'hui. C'est Valérie Brisac, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. On va commencer, on a 25 minutes d'entretien, mais par la base, c'est-à-dire rappeler ce qu'est cette communauté, qui a été créée, je crois, en 2018. Exactement, c'est une association d'intérêt général qui a été créée par les pionniers du modèle. Donc à la fois des entrepreneurs comme Emery Jacquia, la Camif ou Laurence Meignery, Citizen Capital, et des chercheurs des mines qui étaient à l'origine du concept en fait, de l'entreprise à mission. Et alors pourquoi cette association? L'idée c'est vraiment de promouvoir en fait, ce modèle, mais aussi de créer une forme de maison commune pour les dirigeants, les entreprises qui s'interrogent sur le fait de devenir à mission ou qui le sont déjà. Donc pour créer en fait, une forme de partage, de retour d'expérience et aussi de créer des événements pour parler de ce modèle. On a aussi un observatoire qui est en fait la mesure officielle en France du nombre d'entreprises à mission. Et on réalise un certain nombre de documents aussi qui permettent d'expliciter comment devenir entreprise à mission. Oui, parce que l'objectif, c'est que le mouvement, évidemment, grandisse le plus possible. Est-ce que c'est lié à la loi Pacte qui traite de beaucoup de thématiques, mais qui notamment offre aux entreprises la possibilité de définir leur raison d'être, puis de l'inscrire dans leur statut. C'est pour ça aussi que la communauté s'est créée ? Ah oui, tout à fait. En fait, évidemment, les entreprises engagées n'ont pas attendu la loi Pacte pour être engagées. Il y avait déjà beaucoup d'initiatives, de mouvements, d'entreprises qui ont créé plein de projets. Mais vraiment, cette loi Pacte a introduit une innovation juridique qui est cette mission, finalement, que l'on vient inscrire dans ces statuts et qui vient engager toute la gouvernance. Donc ça, c'est vraiment la phase principale. On peut dire que on parle d'une entreprise qui fait de la politique, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui s'engage dans la cité et qui s'engage pour les citoyens. Il y a aussi cet objectif ? Ah, mais c'est exactement ça. En fait, nous, la communauté, notre conviction, c'est effectivement que face aux enjeux du XXIe siècle, l'entreprise est finalement un outil qui a les moyens, l'agilité, l'énergie et en fait ce génie humain finalement du collectif de répondre à des problématiques. Mais donc effectivement que cette idée que l'entreprise est un objet politique est absolument central. En fait, on s'oppose finalement à une vision plus, on va dire, années 80 ou 20e siècle, où l'entreprise n'avait pas forcément de responsabilité vis-à-vis de la société, un peu hors sol, je délocalise, j'importe partout, etc. Et là, en fait, non, c'est vraiment une espèce de passage à la maturité où l'entreprise a vraiment conscience qu'elle a des impacts, qu'elle a un enjeu, qu'elle travaille avec des hommes, qu'elle utilise des matières et que donc à ce titre elle a des devoirs vis-à-vis de la société. Et est-ce qu'en faisant de la politique on s'expose plus aux critiques ? Même cette façon de faire de la politique, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que il y a, on en parlait juste avant que l'émission démarre, il y a quand même un vent un peu contraire sur les enjeux de transformation environnementale et sociétale. Il vient des États-Unis, mais pas seulement. On voit au niveau européen que le Green Deal est
potentiellement un peu détricoté, que le bilan extra-financier, la CSRD, il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent pour freiner, simplifier, peut-être qu'il faut un peu simplifier, freiner ou pour certains stopper. Est-ce que, quand on est chef d'entreprise, qu'on fait prendre ce virage avec un engagement de société à mission, de temps en temps, on s'expose plus aux critiques? Est-ce qu'il y a une part de risque d'une certaine façon? Mais pour moi, le risque, c'est justement de ne rien faire. De ne rien faire. Je suis d'accord avec vous, mais bon. En fait, déjà, il y a un principe de réalité, c'est que toutes ces crises, qu'elles soient sociétales ou écologiques, de toute façon, vont impacter l'entreprise. Donc, soit on les anticipe, on les analyse, on se demande quels vont être les impacts sur soi-même, et on essaye aussi de corriger ces impacts. Et donc, quelque part, on est un peu en avance de phase par rapport à des concurrents qui, eux, ne réalisent pas ça, mais aussi vis-à-vis de la société, une entreprise qui ne se pose absolument aucune question. En fait, c'est là où la critique va jaillir. Donc, on peut avoir une vision, entre guillemets, court-termiste. Effectivement, c'est plus simple de ne pas se poser de questions, de ne pas rendre compte, de ne pas avoir de projet. Mais si on raisonne sur le long terme, finalement, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait pour aussi assurer sa propre pérennité? C'est quand même ça le sujet aussi, au-delà du rôle politique que l'entreprise peut avoir. C'est dans quelle mesure elle sera encore là dans 5 ans, 10 ans, etc. Ouais. Vous êtes devenue directrice générale de cette communauté des entreprises à mission en septembre 2023. Avec quelle idée, quelle ambition? L'ambition, c'est de poursuivre ce projet de la communauté, donc de faire en sorte que devenir entreprise à mission, ça devienne finalement la norme. Et on voit aujourd'hui, on a 2000 entreprises qui sont à mission. 1973. Exactement, vous avez lu le compteur ce matin. Ça représente 1 million de salariés, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez considérable. Et donc mon mandat, c'est de continuer en fait à promouvoir en fait ce modèle parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne le connaissent pas, et surtout de montrer que ça marche. C'est ça aussi l'enjeu, c'est que c'est pas juste un choix parmi d'autres modèles. C'est qu'on a plein d'exemples d'entreprises qui sont devenues entreprises à mission ou qui se sont créées nativement à mission, puisque en fait chaque année dans les promos, à peu près 1/3 d'entreprises qui sont créées à mission. Donc ça prouve que c'est dans la tête des dirigeants, des entrepreneurs, c'est le modèle du 21e siècle. Ouais, on va revoir ces chiffres que vous avez donnés. 1973 entreprises à mission référencées, 1 million de salariés qui travaillent aujourd'hui dans une société à mission. Ça change quoi pour ces salariés? Mais ça change qu'il y a un deal, en fait, il y a une promesse, il y a un projet. C'est-à-dire qu'une entreprise qui devient à mission, elle dit clairement à la société, et donc évidemment à ses salariés, ce à quoi elle contribue, la problématique qu'elle se propose de résoudre. Et donc, ce n'est pas uniquement de proposer des produits et des services, c'est de résoudre un problème. Et donc, le rapport au travail n'est pas du tout le même. Vous ne vendez pas des produits, vous contribuez à résoudre un problème. Et donc, c'est exactement ce que je cherche les jeunes aujourd'hui, et d'ailleurs et aussi les moins jeunes. Mais est-ce que alors si on commence à avoir 5-6 ans de recul, donc est-ce que les entreprises à mission, elles ont plus de facilité à recruter, à fidéliser leurs talents, justement parce qu'il y a un sens donné à l'action commune? Ah, mais ça, c'est évident. C'est ce que tous nos membres... C'est pas juste intuitif. Non. On a des retours. Alors, évidemment, chaque mission étant spécifique, on ne peut pas avoir le chiffre... 80% des salariés pensent que... en revanche, on a des retours d'expérience entreprise par entreprise qui prouvent que depuis que les entreprises sont à mission, elles reçoivent plus de candidatures spontanées, elles ont moins d'absentéisme, plus de fidélité, voire c'est un plus pour recruter des dirigeants. Quand on est chassé pour être CEO, pour une entreprise à mission, c'est plus attractif qu'une entreprise classique. Oui, à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui font du social washing. Ça existe. On va pas se leurrer. Est-ce que vous vérifiez ça d'une certaine façon? C'est-à-dire une entreprise qui se déclare à mission et puis qui en fait tient pas exactement sa feuille de route. Est-ce qu'elle a inscrit dans ses statuts? Eh bien, alors justement, c'est le principe du modèle de l'entreprise à mission, c'est d'allier la liberté et la responsabilité. La liberté, l'entreprise peut définir la mission qu'elle souhaite, avec le niveau d'ambition, de transformation qu'elle souhaite. Donc c'est vraiment le respect total de la liberté d'entreprendre, donc ça qui plaît en général aux dirigeants et aux entrepreneurs. Et en même temps, le corollaire, c'est de mettre en place un système de contrôle qui est double. Le premier contrôle, c'est plutôt interne, avec un comité de mission, donc un comité qui est composé à la fois de gens de l'entreprise, mais aussi d'extérieurs, qui va challenger l'exécutif, la gouvernance, sur le fait qu'elle
elle remplit bien sa mission. Donc ça, c'est déjà première boucle, entre guillemets, de contrôle interne. Et ensuite, il y a un peu la vérité des prix, c'est-à-dire que les entreprises à mission sont auditées par des OTI, des organismes tiers indépendants, c'est un peu les commissaires aux comptes de la mission finalement, et qui émettent un avis qui est public, qui doit être sur le site internet de l'entreprise pendant 5 ans. Et donc, en fait, c'est l'antidote anti-social ou greenwashing, parce que l'entreprise à mission fait une promesse qui, à la fin, est vérifiée par un auditeur. Il n'y a pas eu de brebis galeuse en 5-6 ans? Dans ces cas-là, le système, c'est qu'il faut qu'un tiers, une ONG, un salarié, un concurrent, finalement dénonce l'entreprise à mission, qui se dit toujours à mission, alors que c'est encore plus compliqué parce que c'est dans les statuts. Donc il y a pour une association ou une ONG un outil presque juridique. Alors ça existait déjà avant, même quand ce n'était pas inscrit dans les statuts, mais le fait que ce soit inscrit dans les statuts, ça peut donner un levier d'action à une ONG, par exemple. Exactement. Alors pour l'instant, on n'a pas ce cas de figure. Donc voilà. Ce qui est bien. Ce qui est bien, et en même temps, ça permet aussi de montrer qu'il y a une forme de bâton quelque part qui existe aussi. Mais bon, le modèle est jeune encore, donc on n'en est pas encore là. Mais effectivement, c'est la beauté du modèle, c'est d'avoir ce contrôle. Alors, vous savez, chaque semaine dans cette rubrique Prête pour l'impact, l'invité pose une question à celui ou celle qui était assis à cette place. La semaine dernière, c'était la directrice générale du Crédoc, Sandra Wabian. On l'écoute. Bonjour, donc écoutez, j'aurais une question pour vous. Comment faire en fait pour que davantage d'entreprises se saisissent de ces nouvelles possibilités et en fait s'engagent dans ce chemin de l'entreprise à mission qui peut-être pourrait apporter un peu de mieux à notre société? Alors effectivement, c'était l'un des objectifs initiaux, l'un de vos objectifs quand vous êtes arrivé en septembre 2023, faire grandir cette communauté. On en est où? C'est-à-dire le rythme de croissance, quel est ce rythme? Donc déjà, les décrets de la loi Pacte sont sortis il y a 5 ans. Donc 5 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire de l'économie. Donc on est quasiment à 2000 entreprises. C'est un chiffre qui a triplé en 3 ans, doublé en 2 ans. Et la dynamique est là, est toujours là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variété très grande en fait, dans le type d'entreprise à mission. C'est pas uniquement, par exemple, je sais pas, les entreprises de la tech créées par des gens de moins de 30 ans. Pas du tout. On a 80% de PME de moins de 50 salariés, 20% sont des ETI et des grandes entreprises de tout secteur d'activité, de toute région. 57% des entreprises à mission ont leur siège en région. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans le pays, quel qu'il soit le tissu économique au sens large. On n'a pas une typologie. Ça veut dire que c'est rassurant sur la promesse. Après, il y a le rythme de croissance. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture, on va lire sa citation, Julien Denormandie, qui dit « Les entreprises à mission doivent devenir la norme et pas une niche ». Comment sortir de la niche, en fait? C'est parce que c'est encore un peu une niche aujourd'hui. 2000 entreprises, c'est très bien, mais c'est peu par rapport aux dizaines de milliers d'entreprises qui existent dans notre pays. Alors, le premier sujet, c'est effectivement la connaissance du modèle. Ouais. Donc ça, c'est notre boulot, communauté, c'est d'en parler et de mettre en valeur les belles histoires, les exemples qui, évidemment, sont extrêmement pluriels et auxquels, en fait, dans tous les secteurs, on peut s'approprier. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de réfléchir par secteur d'activité. C'est plutôt de montrer qu'il y a des dynamiques qui deviennent tellement fortes dans certains secteurs que ça fait finalement basculer le secteur d'activité. À la communauté, on a créé des cercles sectoriels dans l'assurance, par exemple, ou l'immobilier, où on commence à avoir une masse critique finalement d'entreprises qui deviennent à mission et quelque part qui montrent le chemin et qui disruptent finalement le secteur. Est-ce qu'on n'est pas quand même, et ça rejoint la question que je posais tout à l'heure sur les vents contraires, dans un moment de creux? C'est-à-dire qu'il y a eu, et pour moi c'est absolument pas un effet de mode, mais ça a pu être perçu comme un effet de mode. Oui, il faut définir sa raison d'être, oui, devenir société à mission, et puis finalement, bon, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'il y a eu effectivement une hype, entre guillemets, et notamment autour de la raison d'être, parce que c'est un exercice intellectuellement assez intéressant d'aller retrouver dans l'ADN, dans l'histoire de l'entreprise qui fait vraiment son capital et de se projeter dans le futur. Un moment de réflexion collective qui est souvent bénéfique. Exactement. Mais aujourd'hui, voilà, cette année, par exemple, l'entreprise Bell est devenue entreprise à mission. Des filiales de Transdev, on a le restaurant Paul Bocuse, Nutrition et Santé. Donc,
en fait, le flot ne tarit pas. Après, il faut avoir aussi en tête que c'est une dynamique qui prend du temps et qui engage l'entreprise. Donc ça ne se décide pas en 2 mois. Nous, on est contacté par des entreprises aujourd'hui qui deviendront entreprises à mission peut-être dans 1 an ou 2. Oui, si on veut que ce ne soit pas du social washing, il faut bien y réfléchir et y prendre du temps puisqu'on l'inscrit dans ces statuts. Mais j'avais lu que l'Observatoire des sociétés à mission avait fixé un objectif de 10 000 là pour 2025. Donc il ne sera pas atteint. On est à 2000 au mois de février. C'était quoi? C'était trop ambitieux? On a vu trop grand? Je pense que ce chiffre, était effectivement... C'était dans l'enthousiasme des débuts, c'est ça? Exactement. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut aussi mesurer le fait que, comme je disais, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère et qui, quand elle est prise, elle doit être assumée. En fait, nous, notre rôle, c'est de montrer vraiment à quel point ça transforme les entreprises et que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça crée plein de vertus en termes évidemment de fidélisation, mais aussi au niveau business, puisqu'en fait, le modèle de l'entreprise à mission, vous ne vendez plus uniquement des services, vous résolvez un problème. Ouais. Et du coup, il y a plus de manières de résoudre ce problème. Vous ne vendez plus uniquement, par exemple, des logiciels, pour prendre l'exemple de Julien de Normandie, mais aussi des services pour réduire l'impact carbone des clients. Et donc, ça réouvre le jeu. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ça prend effectivement un petit peu de temps. Et il faut... mais ça ouvre des perspectives qui engagent. Question sur les rôles modèles. C'est-à-dire que ce que je comprends bien, c'est une communauté, donc l'importance de partager des expériences, des bonnes pratiques. Est-ce que les chefs d'entreprise à mission, alors ils ont déjà beaucoup de choses à faire, et surtout quand ils sont patrons ou patronnes de PME, mais est-ce qu'ils prennent le temps ou ils trouvent le temps d'aller porter la bonne parole? Vous voyez ce que je veux dire? Et dire, ah tiens, voilà un patron, une patronne, son entreprise est devenue à mission, voilà tout le bénéfice qu'il en a retenu, et donc je me lance. Ça marche, ça? Ah, mais tout à fait. On a d'ailleurs au sein de la communauté une 60aine d'ambassadeurs qui nous représentent au sein de différentes ambassades régionales et dont le rôle, c'est évidemment de créer un peu de la vie avec nos membres localement, mais aussi de parler de l'entreprise à mission localement au sein d'événements de différents réseaux, la CEC, le MEDEF, le CJD, et donc de promouvoir finalement le modèle et de montrer ce que ça a changé chez eux, parce que ce qui marche, c'est le témoignage, le retour d'expérience. Il y a des régions plus engagées que d'autres? Alors, il y a PACA, ça marche bien, Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, et puis la région Aura. Oui, Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Par exemple, région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une entreprise qui s'appelle le groupe GPA, qui est une entreprise familiale, qui était historiquement une casse automobile. Donc, vous imaginez des grands champs avec plein de voitures, et qui ont fait complètement pivoter leur modèle et qui sont devenus aujourd'hui une usine high-tech de recyclage d'entreprises, et ils recyclent 99% de voitures qui deviennent des matières premières, des pièces détachées pour les assurances. Et donc, ça est devenu, avec justement une vision un peu philosophique, éthique de la casse, finalement, quelque chose d'extrêmement moderne et d'attirant, et un modèle du genre. On les avait reçus ici même, effectivement, leur modèle, il est assez passionnant. Est-ce que ça suppose de former les dirigeants et les dirigeantes? Est-ce qu'il y a des ateliers de formation pour les accompagner ou pour les inciter à devenir entreprise à mission? Alors nous, on organise des formations, effectivement, destinées notamment aux dirigeants qui souhaitent transformer leur entreprise à mission, pour leur expliquer tous les tenants, les aboutissants, et quel est leur rôle, et ce que ça change aussi dans la gouvernance, puisqu'il y a ce comité de mission, qui est cette innovation, et qui est un peu nouveau, qui doit trouver sa place, et qui apporte énormément de valeur ajoutée. Je discutais la semaine dernière avec une jeune entreprise à Toulouse. Ils sont 5, c'est dans une agence de communication. Ils ont un comité de mission avec 10 personnes. Et le dirigeant ne reviendrait pour rien en arrière, parce que ça lui apporte vraiment une valeur ajoutée stratégique qu'il n'a pas forcément dans son équipe. Et ce dialogue est extrêmement fructueux. Est-ce qu'il y a des pièges dans le fait de devenir entreprise à mission, des écueils que vous avez pu identifier justement avec 5 ou 6 années de recul? Alors, ce qui est important, la première phase du modèle, c'est vraiment de bien définir sa mission. Alors après, avec le temps, on peut la raffiner. Il y a des entreprises qui la revisitent. Mais effectivement, que cette mission, elle soit suffisamment large, ambitieuse, et surtout qu'elle soit bien ancrée dans le business model, qui n'est pas d'angle mort. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un salarié qui ne se retrouve pas dans la mission, qui se dit moi, ce que je fais, c'est pas dedans, donc en gros, je ne sers à rien. Voilà. Donc, il faut bien travailler en fait, cette mission pour qu'elle soit bien englobante et qu'elle inclue tout le monde.
Et après, il y a un peu le niveau d'ambition que l'on se donne. C'est aussi important que l'entreprise soit en capacité de promettre des choses qu'elle va pouvoir délivrer. Et donc, ne pas se faire trop mal, entre guillemets, mais en même temps, il faut qu'il y ait il faut quand même qu'il y ait une tension. Donc, c'est en fait ce dosage-là qui est assez subtil et qui doit être bien pensé par les dirigeants. Il y a une autre ambition que vous étiez donnée en arrivant à ce poste, c'est sur l'ambition européenne. Il y a un cadre européen de l'entreprise à mission, oui, non, c'est en cours, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, tout à fait, effectivement, c'est un peu notre réflexion aussi de dire c'est bien de transformer l'économie en France, mais ça a plus de sens en Europe et on le voit bien encore plus aujourd'hui, il y a un peu des blocs avec des cultures, des philosophies différentes qui émergent et en fait, nous, notre enjeu, c'est quand même que l'économie européenne, les entreprises européennes aient ce modèle de travailler dans les limites planétaires tout en restant des entreprises commerciales. Et donc, on a cette initiative au niveau européen avec d'autres pays, notamment les Italiens qui ont un modèle similaire, la Società Benefit, de proposer une directive pour la Purpose Driven Company qui viendrait en fait syncrétiser finalement les modèles entreprises engagés au niveau européen et proposer donc un modèle alternatif. Voilà. Mais alors, quand vous voyez, ça reprend la question que je posais tout à l'heure, mais le coup de frein européen sur le pacte vert ou sur le bilan extra-financier, est-ce que c'est pas aussi un coup de frein pour les entreprises à mission, de fait? C'est-à-dire à quoi ça sert de créer un cadre européen si à côté de ça, sur les engagements qui ont été pris, on revient en arrière? Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. En fait, la question, mais sauf que c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais pour moi, c'est un peu un soubresaut de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette initiative autour du Green Deal. Tout le monde était d'accord sur le fait que l'entreprise ne peut plus être irresponsable, entre guillemets, ou ne plus être comptable, en fait, d'un certain nombre de choses. On voit bien effectivement que ça frotte aujourd'hui, que le modèle alternatif, notamment américain, vient chatouiller ses convictions. Mais moi, je suis absolument persuadée, et ça, je le dis aussi au nom de toute la communauté, qu'on ne peut plus faire du business comme avant. Alors peut-être qu'on va faire 2 pas en arrière, mais ça va revenir. C'est évident, puisque de toute façon, ces crises, et notamment écologiques, vont impacter l'entreprise à un moment donné. Donc, soit on reste dans un modèle un peu adolescent, je veux jouer sans contrainte, soit on est dans un modèle plus adulte, qui est pour moi le modèle européen, et on prend ses responsabilités. Oui, avec l'idée, qui était l'idée du Green Deal, c'était finalement de faire de l'Europe un peu le continent mieux-disant et de se dire ça va attirer des talents, ça va attirer des consommateurs qui vont vouloir nos produits plutôt que ceux venus d'ailleurs. Sauf que il y a aussi le discours, et c'est pour ça que moi ça m'inquiète, de dire bah oui, mais avant que ce soit un atout, c'est un boulet. Et ce discours-là, il pèse beaucoup plus lourd aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Et c'est aussi ce que les urnes ont dit lors des élections européennes, d'une certaine façon. Il faut écouter aussi les citoyens d'Europe. Non, mais évidemment que ce mouvement-là existe et c'est une réalité. Après, c'est vrai que sur, par exemple, la CSRD, l'outil aussi a été enrichi d'énormément d'indicateurs et qu'il y a vraiment des choses certainement à simplifier. Ça, c'est évident, soyons aussi pragmatiques. Ça, c'est sur 800 pages, c'est sans doute un peu complexe. Voilà, exactement. Donc, on peut aussi être pragmatique et c'est d'ailleurs, on s'est associé à d'autres mouvements d'entrepreneurs engagés pour aller dans ce sens-là. Mais nous, ce que nos entreprises à mission nous disent, c'est qu'en ayant un cadre clair, une mission claire, finalement, l'exercice de la CSRD, il passe beaucoup plus facilement parce que on a déjà les indicateurs, on a déjà les outils de mesure et finalement on sait où sont nos impacts, où sont les points sur lesquels on doit rendre compte. Et donc finalement la mission, ça donne le sens, la vision, l'orientation, et la CSRD, c'est une espèce de super RSE qui finalement se combine très très bien avec l'entreprise à mission. Vous avez également piloté le grand défi des entreprises il y a quelques années. L'objectif, c'était de faire émerger une centaine de propositions justement pour accélérer la transition écologique. Quel bilan vous en faites de cette expérience ? Parce que là, on est dans le concret. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans les histoires qu'on raconte dans cette émission. C'est pas seulement de la théorie, quoi. En fait, ce que j'ai vécu pendant le grand défi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité incroyable de gens qui sont engagés et qui croient
à ce modèle, à cette manière de faire du business autrement, avec responsabilité, mais aussi, et c'est ça que j'apprécie dans l'entreprise à mission, c'est le génie humain au service de craquer finalement cette équation. Comment continuer à faire du business alors qu'on voit bien que les contraintes s'accumulent, que la compétition fait rage. Mais en fait, c'est une source d'espoir incroyable. Au Grand Défi, on avait vraiment ce collectif très fort qui a créé, inventé, identifié un certain nombre de propositions. Les dirigeants d'entreprises à mission, c'est pareil, ils ont cette foi dans l'avenir. Et il y a ce côté positif, finalement, il faut le dire. Il y a des solutions qui existent et des gens qui croient et qui sont très différents les uns des autres. Alors, vous nous avez cité plusieurs exemples, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être de propositions liées, nées du Grand Défi des entreprises ou d'autres entreprises à mission pour dire, voilà, c'est possible, ça marche et c'est déjà en place. Par exemple, le Grand Défi avait une proposition sur l'économie de la fonctionnalité, de passer. Alors, ça n'a rien de très original, sauf que il y avait un certain nombre de corollaires qui étaient associés à cette idée. Passer de la possession à l'usage. Exactement. Et là, par exemple, on a une entreprise à mission qui s'appelle Sunlib, qui s'est créée à mission et qui fait de la location de panneaux photovoltaïques. Donc, plutôt que vous êtes particulier, vous avez une maison, vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques, ça coûte cher, c'est compliqué, il faut trouver l'artisan. Et bien là, en fait, vous louez l'installation. Et donc, en fait, c'est l'entreprise qui se charge de toute cette partie. Et donc, vous louez et vous pouvez à la fin être propriétaire ou pas de vos panneaux photovoltaïques. Et donc, le poids, finalement, cette invention, en fait, le poids de la charge repose sur l'entreprise. Ça, c'est un outil malin et ça a été créé d'emblée à mission parce que justement il y avait cette conviction très forte à la base. Oui. Et c'est plus simple, c'est un peu une lapalissade ce que je veux dire, c'est quand on crée son entreprise, on peut un peu cocher toutes les bonnes cases. Quand on est un grand groupe, une ETI qui existe depuis un siècle, qui s'est construit sur le modèle du linéaire produire, consommer, jeter, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ben justement, l'exemple de GPA tout à l'heure qui était dans ce modèle-là, qui a fait un pivot complet. Ouais. Merci beaucoup, merci Valérie Brisac et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Paul de Préville, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur d'Ensol, créé en 2023 avec Martin Dovschmidt. Vous étiez venu nous parler de l'entreprise presque au tout début. Alors, double question, vous allez nous redire ce que c'est qu'Ensol et puis surtout où vous en êtes aujourd'hui. Avec plaisir, Ensol, c'est pour énergie solaire. Notre mission, c'est de simplifier, accélérer, rendre sexy le passage à l'énergie solaire pour les foyers français. On va électrifier des foyers, on installe des panneaux, des batteries, des bornes de recharge. On a aussi une application pour maximiser les économies d'énergie pour nos clients. On a eu une première année assez intense. On a équipé 500 familles, fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on accélère et on ouvre 2 nouvelles régions en 2025 notamment. Lesquelles ? L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. On fait tout le sud de la France. Parce que c'est un modèle qui marche que dans le sud ? Non. Non, le solaire, c'est rentable partout en France pour les Français. C'est juste que moi, je viens du Sud. Donc, les premiers clients, c'était mes parents, ma rue, mes voisins. Et on s'est développé, comme on a nos propres entrepôts, maison par maison, rue par rue, village par village. C'est un peu notre credo. Alors, ça veut dire quoi ? Vous travaillez sur l'ensemble de la chaîne. C'est pas juste poser des panneaux solaires, c'est ça le modèle d'Ensol ? Exactement. On se définit comme un intégrateur de solutions énergétiques. Donc, on s'occupe de tout pour le client. Il voit que Ensol. Donc, on va électrifier son foyer. Et à la suite de ça, on dit que notre chantier il commence quand le chantier du client est fini. Notre mission, ça va être de le suivre et de faire que sa courbe de production solaire en journée suive sa courbe de consommation. Donc, notre application va se connecter à ces gros équipements énergétiques lourds. Il y a des outils de pilotage. Exactement. Et on va piloter à distance automatiquement l'énergie de nos clients pour les aider à faire plus d'économies. Et donc à produire plus qu'ils ne consomment et donc à remettre cette électricité sur le marché, c'est ça ? Alors en journée, justement, le surplus solaire, le but du jeu, ça ne va pas être de le gâcher et de le réinjecter dans le réseau, mais d'utiliser pour soi-même. Donc on va par exemple chauffer l'eau quand j'ai du surplus, charger la voiture électrique car c'est l'électricité gratuite et plein de cas de ce genre. Je vous pose cette question parce que le ministre de l'énergie, Marc Ferracci, sous pression de dizaines de parlementaires, notamment de la droite et du centre, a annoncé vouloir recentrer le soutien public aux installations photovoltaïques les plus efficaces. Oui.
ça vous concerne, 2, ça vous inquiète? Non, ça nous concerne et il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on ait un cap clair sur le mix énergétique et la politique énergétique de la France. Là où c'est le plus efficace, nous on pense profondément que c'est l'autoconsommation. Donc on va produire là où on consomme. Donc chez les foyers français, le résidentiel, c'est quand même un quart de l'énergie consommée en France. Pour les aides, faut s'inspirer de nos voisins européens qui eux aussi ont vu le renouvelable, qui ont un peu d'avance sur nous Français, car on a aussi la chance d'avoir le nucléaire. Tout ce qu'on voit, c'est que les aides vont progressivement disparaître. Donc la prime à l'autoconsommation et la revente de surplus à EDF-OA. Oui. Par contre, il y a d'autres types d'aides qui sont peut-être plus efficaces, notamment la baisse de la TVA qui va arriver sur le nouveau plan de budget de 2025 de Bayrou qui le propose. Donc ils vont baisser la TVA à 5%. Et aussi, il y a peut-être d'autres choses à creuser, comme les économies d'impôts, des choses où c'est le client, les Français qui réceptionnent les aides et moins les installateurs, là où il peut y avoir quelques abus. Ça veut dire que vous êtes relativement d'accord avec finalement les députés qui disent que le système est pas le plus efficace possible, le système d'aide, de subvention actuel? Pour la partie autoconsommation, donc qui nous concerne, nous on plaide pour une baisse de la TVA et une simplification des démarches administratives. Donc ça c'est pas dans le plan économique, mais c'est un des gros freins aujourd'hui. Nous chez Ensol, on a des délais monstrueux avec les mairies, avec Enedis, entre 1 et 2 mois. On perd des clients à cause de ça. On doit recruter des gens juste pour gérer de la paperasse administrative et on gagnerait, la France aussi, à simplifier ces démarches. Alors vous êtes aussi à l'initiative de la Suntech. C'est quoi la Suntech? Alors la Suntech, c'est un réseau d'acteurs, d'entrepreneurs engagés dans l'énergie et l'électrification en France. On a une 50aine de boîtes aujourd'hui et le but c'est là-bas c'était des apéros qui ont de plus en plus de succès. Ça devient un lobby. Exactement, c'est exactement ça, ça devient un réseau d'entraide et maintenant on se structure pour faire porter nos messages, nos idées et accélérer, provoquer une révolution solaire en France, mais aussi participer à l'électrification et à la transition énergétique. Ouais. Et sans lobby, on n'arrive pas à peser auprès des collectivités locales ou de l'État pour obtenir ce que vous disiez, c'est-à-dire baisse de la TVA, moins de paperasse, etc. Vous voyez l'efficacité quand même quand on est nombreux à parler? Oui, de plus en plus. Et aussi, c'est se structurer, on n'est pas seul, on s'entraide, mais il y a aussi beaucoup de réseaux qui existent déjà, Enerplan, ou simplement nos clients qui eux-mêmes poussent pour ces choses-là. Merci beaucoup, Paul de Préville. À bientôt sur Be-Smart for Change. Bravo pour le succès d'Ensol. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier toutes les équipes de Be-Smart for Change qui m'accompagnent. Merci à vous, merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!